Pour la troisième partie de notre Nuit des idées, Cécile Fonrouge, professeure à l'UQTR et chercheuse sur l'entrepreneuriat dit atypique, anime une table ronde pour interroger les apports innovants d'une approche décoloniale pour le travail créatif de demain. Nos invités sont Marie-Hélène Petitcoué et Shana Washish, formatrices et formateurs au premier Fab Lab Atikamekw situé à La Tuque. Le Fab Lab Atikamekw Wawashté est un organisme à but non lucratif ayant comme objectif de recruter des jeunes âgés de 15 à 30 ans sans emploi pour qu'ils découvrent l'univers des technologies émergentes. Ils sont accompagnés de Maëlle Lavenaire, docteur en histoire contemporaine et spécialiste en socio-histoire du changement social dans les Antilles françaises au 20e siècle. En tant que jeune entrepreneur, il a également fondé en septembre 2020 une université populaire digitale axée sur l'histoire de la Caraïbe et destinée au grand public grâce à l'application RJ-Vert, donc RJ-Vert comme la couleur, e-learning, que vous pouvez télécharger sur toutes les bonnes plateformes d'application. Je tiens à mentionner que les présentations complètes des intervenants se trouvent dans le détail de cette vidéo et sur notre site web. Donc, je cède la parole à Cécile. Merci. Ben oui, on pourrait commencer à se présenter. Et puis après, c'est une conversation libre, hein. On vient d'horizons différents. Et c'est une conversation libre autour de quoi? Autour des développements de savoir, autour de l'identité, autour de la jeunesse, même si je ne suis pas totalement jeune, mais on est jeune de cœur. On est jeune jusqu'à la fin de sa vie. Ben voilà, et puis il faut se préparer tout le temps à rajeunir. Exactement. C'est la nuit des idées, donc on peut se permettre d'avoir des idées pour changer le monde. Allez, c'est le moment. Moi, je suis très contente de vous avoir autour de cet écran. On dirait qu'on est autour d'une table, autour d'un cercle, autour d'une plage. Je suis bien content qu'on nous ait invités aussi à cet échange-là. Ça va être intéressant. Ben écoute, tu commences, Sean. Est-ce que tu voudrais te présenter? Qui es-tu? D'où tu viens? Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que c'est pour toi la vie? Ouais. Moi, c'est Shana Washish. Je viens de Wamuntashi, un petit village autochtone à 1 heure d'ici. C'est vers le nord. Je suis arrivé à La Tuque pour mes études, mais ça n'a pas trop fonctionné. Mais je savais déjà que j'étais quelqu'un d'assez proactif dans la vie. J'aimais ça, apprendre de nouvelles choses, oui, mais aussi j'aimais ça, les défis. Fait, pour moi, des défis, j'en mangerais du matin au soir. Puis c'est ça qui m'animait ici à La Tuque. Fait que j'ai commencé un petit peu à m'intéresser à l'entrepreneuriat, puis c'est ça, un petit peu de formation ici et là. Puis j'avais suivi aussi des cours, un cours incitatif, un cours qui initiait à la programmation, faire des codes sur ordinateur. Puis j'avais trouvé ça vraiment intéressant. Puis c'est là que j'ai vraiment su là, que c'était fait pour moi. Là. Plus c'était compliqué, plus que j'étais investi sur ce. Ouais. Puis c'est ça, c'est là que j'ai su que j'étais fait pour être entrepreneur. Puis, mais aussi, le Fab Lab me permet aussi de créer. Mon nom, c'est Marie-Hélène Petitcoué, je viens de Manoine, puis c'est un petit village de 3000 habitants à peu près. Puis c'est un peu plus vers le sud,
de là-dessus, là, à peu près, je dirais. Puis, je suis ici depuis le mois d'avril, je dirais. C'est c'est depuis le Fab Lab là, que ça a commencé normalement, ici. Puis, ouais, avant, j'étais étudiante dans la technique d'archives médicales au Collège La Flèche de Trois-Rivières. Puis, il y a eu un moment où j'avais vu une affiche là, comme quoi le Fab Lab faisait, comment je dirais ça? Ils invitaient des participants là, pour participer à Fab Lab à Manoine. C'était d'une durée de 6 semaines. Puis j'avais participé à ça, puis j'avais comme eu une piqûre pour, euh, pour apprendre davantage. Je suis un peu stressée là. Moi, avec la technologie, là, c'est un bon duo, je dirais. Puis, ouais, je suis pas mal plus technologique là qu'avant parce que j'étais plus bureautique, mais là, je suis plus technologique, je dirais. Merci à la galerie, merci à l'UQTR, merci à Fanny, merci à Cécile, et merci à Sean et à Marie-Hélène aussi. Vraiment, parce que je suis enseignant-chercheur à l'Université des Antilles, également entre le Digital Knowledge, avec la création d'une application e-learning pour permettre au grand public de découvrir, redécouvrir ou mieux comprendre l'histoire de la Caraïbe. Et c'est vrai que c'est un honneur pour moi de me retrouver avec des intervenants autre part dans le monde et de trouver des convergences de discussion. Je trouve que c'est vraiment important et ça en dit un peu justement sur moi, ma manière de voir la vie, concevoir les activités humaines. Je suis quelqu'un qui n'a pas de limites et pour moi, on peut toujours aller au plus haut, au plus loin de ce qu'on veut. Et on doit toujours mobiliser tous les atouts qu'on peut avoir, quels qu'ils soient, pour aller jusqu'au bout de ses ambitions. Donc, c'est peut-être une des choses qui me caractérise le plus. Et c'est ce qui fait que très tôt, j'étais intéressé, attiré par les sciences humaines, que ce soit la sociologie, l'économie, la science politique et l'histoire. Comme on ne peut pas tout faire, on ne peut pas se spécialiser dans tout, j'ai fini par me spécialiser dans ma discipline de cœur, l'histoire. Et quand je suis rentré à l'université, c'était pour être docteur en histoire, pour être capable d'enseigner, si possible, au niveau supérieur. Et surtout de participer à la réflexion, à la production de savoir à un niveau important, celui qui est vraiment celui de la recherche, de la construction, de la conception. Et sans oublier d'où je viens, que ce soit mon milieu social, que ce soit ma lecture identitaire dans le monde dans lequel on vit. Et c'est tout ça qui m'a façonné, qui fait qu'aujourd'hui, je suis content effectivement d'enseigner l'histoire contemporaine, de faire de la recherche en socio-histoire sur le changement social. J'ai commencé par une thèse sur le changement social dans les Antilles françaises après la Seconde Guerre mondiale. Et j'aimerais développer mes études et mes recherches sur l'étude du maintien des inégalités socio-raciales dans les sociétés post-esclavagistes, depuis les abolitions jusqu'à aujourd'hui. Et voilà, apporter ma réflexion à un éclairage et plus de compréhension de ces problématiques qui nous touchent aujourd'hui, mais qui sont intimement liés à des moments de fondation qui nous ramènent un peu loin. Voilà. Mais dans le contexte des Amériques et dans le contexte canadien, on parle, c'est vrai, plutôt de décolonial ou de post-colonial. Est-ce que Marie-Hélène et Sean, cette idée d'un discours qui vous a été, ou qui a été quelquefois imposé, et qu'on va déconstruire, reconstruire, changer pour se l'approprier, ça vous parle?
Donc, Ouais. Ouais. Moi, je trouve que ça revient toujours en même chose. Et je dirais, c'est peu importe ce que l'histoire nous a, c'est un peu comme, comment je pourrais dire, en tout cas, on a une image de nous, là. Moi, ce que je pourrais dire, là, les Autochtones, là, l'image que j'ai de nous, c'est la résilience. Ça vient toujours chercher, ça vient toujours me chercher dans ce côté-là. C'est être résilient, ça fait avancer les choses. La question, c'était comment on pourrait travailler pour que ce soit comme une... Comment on dit ça, là? être ensemble, une communauté, essayer de Ouais, se dans- retrouver. ouais, Et puis, comment le Fab Lab, ça permet ça? Tu vois, comment tu vois ton lien entre ce que disait Maëlle sur l'histoire, sur son histoire, sur notre histoire, sur l'histoire de chacun. Là, on a tous des histoires différentes, hein. ouais, Mais on se retrouve tous autour de la table pour, euh, pour échanger avec nos... C'est parce qu'on est différent du reste. Et c'est ce qui se passe dans les Fab Labs, dans le mouvement des Fab Labs. C'est que des gens différents qui, parce qu'ils sont différents et qu'ils ont tous une histoire différente, vont essayer de construire du neuf. Et ouais, donc pas de l'ancien, pas du colonial, mais du neuf. ouais. Comme par exemple, là, certains des participants dans le Fab Lab, il y a comme chacun leur intérêt. Puis c'est, mettons, de mon bord, c'est avec les t-shirts, puis le vinyle, là, la sublimation, puis Sean est plus CNC, puis on a comme chacun de notre bord les intérêts, puis c'est à peu près comme la même chose c'est en France, puis ici au Québec, on a chacun, mais ça va, je sais pas comment ça va, comment on Se dit ça, le réunir. mot, là, soudé, là? Oui, Ouais, c'est oui, ça. oui, oui, c'est beau. Vu qu'on travaille ensemble, on va pouvoir grandir ensemble. Pour moi, le monde colonial, c'est un monde qui s'articule avec ce qu'on appelle souvent le nouveau monde sur le plan conceptuel, la pensée du nouveau monde, lorsque lié un peu au voyage de Christophe Colomb et comment il bouleverse vraiment la configuration mondiale pour plusieurs siècles et aussi les logiques d'implantation mondiale. Et ce monde colonial, si on le cantonne par exemple au 16e, 17e siècle, ce sera un monde justement américain de défrichement, de prise de terre, de violence, de prise de position. Mais on peut aussi voyager rapidement et le retrouver au 21e siècle dans une logique qui reste dans la manière de voir l'exploitation de l'environnement, l'exploitation des matériaux, des êtres, euh, avec des idées, des valeurs qui naissent du capitalisme colonial qui date de plusieurs siècles. Et je pense que justement, on a la transition vers le décolonial qui est l'idée, la volonté de casser cette représentation ou ce rapport euh, au capitalisme et au mode d'exploitation des ressources naturelles, qu'elles soient humaines, non humaines, et avec un autre curseur, celui qui est de replacer des enjeux planétaires en haut de la pyramide et non celui de l'accumulation du capital. Et dans cette logique décoloniale, il y a, je pense, plusieurs ramifications où, même avec des identités différentes, plusieurs personnes, même ayant des identités différentes, vont se retrouver dans la volonté de changer les valeurs les plus importantes à l'échelle humaine pour justement, comme disait Marie-Hélène, tenter de grandir ensemble dans un monde fertile, c'est-à-dire qu'il soit capable de se reproduire et non de se détruire. Qu'est-ce que tu considères que
fabriquer de plus beau dans le Fab Lab? Fabriquer de plus beau. Je dirais plus, c'est quand, mettons, une personne qui savait pas en quoi était bon, puis que, tu sais, mettons, comme par exemple, Sean, on savait, mettons, un exemple, si on savait pas que Sean avait cette, attends, je vais demander une question à Tikamek. C'est quoi le mot, d'accord, de fouiller, là, par exemple, en dedans de moi, mais qu'on savait pas qu'on avait cette intelligence, là, par exemple. C'est ça qui est plus beau, là, OK, de se découvrir pour Ouais. montrer. Ouais, c'est ça que je vais, c'est dans ce sens-là que je voulais expliquer. C'est ce qui est beau, là, quand tu viens de franchir cette étape-là, que tu savais pas que tu pouvais faire ça, mais que tu étais contente par après, là. C'est ça qui est plus beau, je dirais. Je confirme, c'est très beau. Ouais. Ah, c'est génial. Ça veut dire que dans des lieux comme ça où on se mélange, on se découvre, c'est ça? Ouais. Pas on se découvre, on enlève les vêtements, mais on se trouve. Ouais, on se surprend là des fois, qu'on savait pas qu'on était capable de faire ça, là, par exemple. On se surprend, puis on est fier après de réaliser ce qu'on peut faire aussi. Ouais. Je trouve que ça rejoint un peu la logique entrepreneuriale dont on a amené à parler, parce que c'est vrai que moi, j'ai d'abord voulu me qualifier en histoire, ensuite apporter mon expertise au grand public avec l'idée effectivement de un peu, pas la prétention de reconstruire son histoire, parce que je trouve que c'est prétentieux, mais de le ramener peut-être vers son histoire, de contribuer à le ramener vers son histoire. Et du coup, ça m'a lancé dans une logique de trouver le support pour transmettre ce savoir. Et quand j'ai débuté mes études, j'avais déjà cette idée, c'est une idée que j'ai eue dès la licence, donc assez jeune. Et je me suis dit, bon, ben, je le ferai, mais je le ferai justement quand j'aurai mon diplôme, quand j'estimerai que j'aurai un bagage suffisant. Et donc, tout ça pour dire que du temps a passé entre le moment de l'idée et celui où la réalisation devenait importante. Et à ce moment-là, je me suis dirigé vers les supports technologiques et je comprends aussi. Et non seulement je me suis dirigé vers les supports technologiques qui me permettaient d'aller au bout de ce que je voulais, mais comme tu l'as dit, Marie-Hélène, ça m'a obligé en fait à me dépasser, à acquérir de nouvelles compétences. D'abord connaître le monde du web, le monde du développement. Et c'est pour ça que quand Sean a parlé de la programmation, c'est clair que c'est quelque chose, quand on commence à faire ça, alors bon, je ne suis pas codeur, hein, je sais ce que c'est, j'ai été initié, je connais quelques éléments de langage. Je vais faire une petite page d'accueil en HTML rapidement. Mais c'est vrai que lorsqu'on découvre ce que c'est incroyable. Et c'est vrai que quelqu'un qui va s'investir dedans, il a une marge de développement incroyable et de création incroyable. Et moi, donc, ça m'a permis de me dépasser, de connaître un peu ce milieu-là. Euh, et aussi, même pour mes vidéos, parce que je fais essentiellement des vidéos pour la transmission de ce savoir, ça m'a permis en fait d'apprendre à faire du montage, de l'audiovisuel. Mais lorsque j'ai commencé, je n'aurais jamais imaginé. Quand je regarde mes vidéos aujourd'hui, je me dis, ouais, quand même, ça tient la route, quoi. Alors que au départ, je pensais demander à ce qu'on m'accompagne. Et finalement, j'ai appris à faire tout ça. Et c'est vrai que cette logique d'être amené à se dépasser, c'est quelque chose que je trouve assez beau et je suis content de le retrouver chez Marie-Hélène aussi. L'application Rouge, Jaune, Vert, qu'on trouve sous son sigle RJ Vert, contraction de Rouge, Jaune, Vert dans les principaux stores,
c'est vrai que je l'ai créé dans cette idée de développer un support de transmission de l'histoire de la Caraïbe pour le grand public et surtout avec l'idée que tous les Caribéens francophones, par exemple, euh, ne peuvent pas forcément aller à l'université pour apprendre cette histoire de manière plus particulière. Je considère, c'est mon point de vue, qu'elle n'est pas assez enseignée dans le cadre scolaire. Un point de vue partagé par pas mal de personnes. Il y a des efforts qui ont été faits, mais peut-être, bon, il manque peut-être certains éléments de convergence pour que ça crée une vraie dynamique. Et l'idée, c'est de permettre à quelqu'un qui n'a pas forcément justement cette possibilité d'aller à l'université, enfin qui n'ira pas à l'université juste pour apprendre l'histoire, de le faire avec un savoir important et de comprendre en fait à partir de ce savoir le monde dans lequel il vit, comprendre un peu mieux les dynamiques économiques, dynamiques sociales, dynamiques politiques, dynamiques culturelles qui façonnent son environnement et à partir de là, de définir lui-même ses clés de lecture du monde dans lequel il vit et même ses clés d'identification, les clés qui feront son identité, la manière dont il va se comprendre comme citoyen du monde avec des éléments tangibles. Des éléments tangibles, dans l'application, on va trouver des cours, on va trouver des conférences sur des points thématiques, des travaux que je fais au niveau universitaire et que je retransmets en vidéo dans l'application. On va trouver aussi des choses un petit peu plus courtes, un peu plus légères, des chroniques de vacances sur des lieux d'histoire de la Caraïbe, de la Guadeloupe, de la Martinique, qui permettent à certains de comprendre des noms justement qui font partie de notre paysage, de notre environnement qu'on voit tous les jours, comprendre d'où vient ce nom, cette localité, comment elle a été fondée, à partir de quoi, pourquoi, quel objectif. Et l'idée, c'est de permettre un maximum de personnes de s'approprier cet environnement et aussi de le partager, comme je l'ai dit, d'aller au-delà du public franco-caribéen et pouvoir le partager et susciter aussi des échanges. J'aurais plaisir à recevoir, par exemple, des universitaires canadiens spécialistes de telle ou telle question d'histoire ou de sciences sociales, partageant leur savoir dans cette plateforme. Et l'idée, c'est aussi de montrer qu'aujourd'hui, en fait, on ne doit pas se donner de limites face à la culture. On ne doit pas se donner de de limites par rapport à la culture. Et on doit se dire qu'en fait, on a les moyens de s'approprier un maximum de choses grâce à la technologie, grâce aux nouveaux supports. Et je pense que c'est quelque chose de porteur. Et voilà, j'essaie d'utiliser ce champ technologique avec ses valeurs, là où on vit dans un monde où beaucoup vont les utiliser avec d'autres valeurs, beaucoup plus marchandes ou beaucoup plus ancrées sur certaines habitudes. Mais je pense que progressivement, les gens pourront comprendre qu'on peut utiliser un téléphone et l'utiliser pour se documenter, pour acquérir un savoir et dépasser un état de connaissance et surtout être capable d'échanger ensuite avec d'autres. Parce que plus on a de connaissances, plus on est capable d'échanger. Et c'est ce qui m'intéresse en fait, c'est ce que je trouve beau. Toujours échanger, toujours aller plus loin, toujours apprendre. Moi, j'aime apprendre. C'est pas de ma faute, je suis né comme ça. Et voilà, j'aime ça. Ce que j'apprends par exemple avec Sean et Marie-Hélène, voilà, c'est rien que ça, c'est un moment riche pour moi. Et pour moi, ça n'a pas de nom, ça n'a pas de valeur. Donc, c'est un peu dans cet esprit-là que j'ai créé cette application RJVR. Et Maëlle, ton application, ça permet d'avoir des informations sur la culture antillaise et donc sur l'identité et sur des savoirs qui ne sont pas forcément appropriés. Et je trouve que c'est un des points communs, si vous me le permettez, j'aimerais bien qu'on en parle. Je pense que un Fab Lab qui se dit autochtone, même s'il peut accueillir des allochtones, c'est aussi pour transmettre une fierté par rapport à des savoirs et des identités liées à la langue atikamekw et au peuple atikamekw. Donc,
je veux bien vous écouter là-dessus, comment la technologie permet, donc de l'innovation, permet de faire de la tradition, mais de la tradition renouvelée. Et je vois ça aussi de ce côté-là qu'on va peut-être, vu qu'au Québec, là, le racisme est plus fréquent, je pense que cette méthode-là, on va grandir là, dans peut-être que, mettons, par exemple, la façon que les Québécois, les Allochtones nous voient, là, peut-être que ça va changer grâce à ça, grâce à Fab Lab, puis grâce à nos connaissances, à nos capacités, puis tout, là. Peut-être que ça va changer la vision des autres. Comment est-ce que tu penses que comment est-ce que tu as déjà vécu ces changements de regard et ces changements de... Ben, dans mon cas, à Oui, Manoine, là, quand je restais à Manoine, j'avais un peu peur de l'inconnu, je dirais, à l'extérieur de Manoine. Vu que une fois, j'avais été victime de racisme à Joliette, on nous avait craché dessus, là, comme ça, par des jeunes. C'est à cause de ça que j'ai comme eu la peur de sortir de Manoine. Puis, quand j'étais aux études au collège, les autres étudiants me voyaient, on dirait que j'étais comme un extraterrestre là quand on me regardait. Puis quand j'ai parlé avec eux autres, quand j'ai travaillé avec eux autres, c'est là que leurs regards ont changé. Fait que c'est ce que je me dis avec Fab Labs. Ça va peut-être changer la façon que les autres nous voient, là, par exemple. le travail, ça permet en fait de faire ensemble, on est dirigé vers autre chose que la différence. Parce qu'on résout ensemble un problème, c'est ça, hein. Ouais, On va trouver une solution auquel on n'avait pas pensé, puis au lieu de penser à t'es différent de moi, ben, tu penses à comment je résous le problème. Ça, c'est une ouais, idée géniale, c'est-à-dire avoir encore plus de lieux pour la nuit des idées, encore plus de lieux qui permettent de faire ensemble pour enlever les fossés du être ensemble, les fossés de méconnaissance. Parce qu'à Joliette, ça fait Manawan et pas loin, hein. hmm, Saint-Michel-des-Saints, c'est pas très loin. Et c'est vrai qu'il y a ces réactions euh, sont incroyables, qui existent depuis longtemps et qui continuent ouais. par méconnaissance. Je crois que Cécile, tu as tout dit. Effectivement, le maître mot, c'est celui de la méconnaissance qu'on veut casser, cette ignorance qu'on veut casser en utilisant les nouveaux moyens qui s'offrent à nous pour ce faire. Et c'est vrai que dans ce que je fais, un des cours que je serai amené à terminer cette année, c'est le cours que je fais sur le début de l'esclavage colonial. Et j'essaie de problématiser mes cours, c'est-à-dire qu'on essaie justement de répondre à une question, à une interrogation. Et la question que j'ai posée, c'est pourquoi les Noirs africains? Donc, on comprendra de manière plus rigoureuse comment les Noirs africains se retrouvent très massivement réduits en esclavage dans la Caraïbe à partir du XVIe siècle. Surtout que dans le cours précédent, on a vu que les populations autochtones dans l'archipel caribéen viennent du bassin amazonien. Elles sont rejointes par la couronne d'Espagne et jusque-là, dans cette configuration, les Noirs africains n'ont encore rien à voir avec tout ça. Donc, c'est l'idée de comprendre en fait quel cheminement nous permet on parle souvent d'histoire globale, au-delà de cet espace caraïbe, de comprendre comment un entonnoir a pu se construire pour comprendre une situation qui se retrouve encore aujourd'hui. Et donc, effectivement, l'idée, c'est de dépasser cette situation en étant capable de l'expliquer. Et si effectivement on a de jeunes personnes qui pourraient s'identifier, parce que pour moi, la couleur n'est pas une identification, mais elle reste un des paramètres d'identification du monde dans lequel on vit. Et une personne s'identifie en tant que noire qui serait capable de répondre à une autre personne qui l'attaquerait de manière raciste par rapport à sa couleur, ou lien entre sa couleur et le racisme, mais en cassant justement le nœud et le lien par de la culture, par de la connaissance. C'est clair que si on peut arriver à ça, c'est l'idée.
Et effectivement, si on se met ensemble, en analysant des choses ensemble, en travaillant ensemble, qu'on arrive à casser les différences et à se comprendre. Et je suis de ceux qui pensent qu'il n'y a qu'une seule grande humanité. Et c'est vrai que chaque fois que des gens se retrouvent simplement ensemble autour de certaines activités, c'est cet aspect-là qui ressort, en fait. Donc le travail qui étymologiquement est tripalium, ça veut dire le trépas, un instrument de torture. Là, le travail devient un moyen de se réconcilier. Le travail devient un moyen de faire ensemble. C'est presque pas du travail, c'est de la création, moi je dirais, non? Qu'est-ce que vous en pensez, Marie-Hélène et Shaun? C'est des idées, c'est des rêves. Maëlle, tu parlais beaucoup de connaissances. J'ai l'impression que je ne connais pas, je ne suis pas spécialiste, mais les connaissances sont souvent orales et on partage des connaissances orales, mais on partage aussi des objets, des activités, des savoir-faire communs. Et j'ai l'impression que dans les Fab Labs, ça se mélange les connaissances informatiques, technologiques, avec des savoirs. Je crois que vous m'aviez dit, Shaun et Marie-Hélène, qu'il y a des activités dans le Fab Lab de la TUC où il y a quelqu'un, un ancien qui vient. Ouais. Un instructeur là, qui partage la culture, ben, ouais, qui partage la culture là, dans son savoir, là, dans ses mots, comment qui trouve la culture, c'est quoi la culture, ou il nous partage aussi ses connaissances des affaires, par exemple, comment qu'on fait comme capteur de rêve ou comment on fait un sac de médecine, puis toutes les affaires comme ça. Je pense que c'est aussi de cette façon qu'on va pouvoir garder la culture dans notre cœur, là, par exemple. Avec l'innovation. C'est pour ça qu'on doit avoir ton aigle. Ouais. Parce que c'est cette idée aussi que la technologie permet de créer ensemble des objets qui font écho à des savoirs. Oui, c'est un aigle de 2 mètres d'envergure. Puis c'est fait en plastique imprimé par un imprimante 3D. Et dans le fond, c'est un aigle qui peut voler. C'est un téléguidé, un avion téléguidé. Aussi, c'est le deuxième que j'ai fait. Ça, c'est le deuxième parce que le premier, j'avais pas trop de connaissances encore sur comment. Oui, je savais que. Ouais, je savais qu'il fallait que ça soit très léger, le plus léger possible. Mais là, avec le premier, je l'avais imprimé avec du PLA, du plastique normal, mais c'est très lourd, c'est presque le double de son poids de ce matériau-là qui est très léger. C'est comme une mousse en plastique. Moi, c'est plus léger, puis c'est plus poreux aussi. Fait que c'est ça, c'est le deuxième. Puis je ne l'ai pas essayé encore. J'ai commandé d'autres hélices, encore plus grandes. Tu sais, je mets toutes les chances de mon bord. Pourquoi un aigle? Très intéressant parce que je ne sais pas. Parce que même moi, je me suis surpris à réfléchir à ça. Pourquoi un aigle? Et là, je me suis dit, ouais, un aigle parce que j'ai commencé à l'introduire un petit peu plus dans comment je pourrais dire, dans l'idée que ça soit un icône du Fab Lab. Premièrement, parce qu'un aigle, ça voit très loin, puis sa vue est extrêmement. Un aigle, ça a une bonne vue, là. Puis, deuxièmement, ben, il se laisse porter des fois par le vent pour pouvoir voler puis aller d'une place à l'autre. Mais tout en voulant y aller par lui-même, là. C'est comme s'il utilisait le vent pour
pouvoir se transporter d'une place A à la place B. Là. Puis c'est ça, je trouve que ça représente bien le côté leader aussi, le côté leader d'une personne. Ça peut... Ouais, c'est pas mal tout. Puis aussi, ah oui, une fois, j'avais, dans le fond, notre cohorte à nous, quand on l'a terminé, on nous a demandé de faire un certificat. Puis je l'ai moi-même fait. Puis dans le certificat, on voit un aigle. Je ne sais pas si vous le voyez. C'est ce que j'avais fait. Puis en bas ici, je trouvais que c'était beau de mettre des motifs. J'ai fait ça, c'était vraiment long à faire. Puis vous voyez l'aigle ici, en fond? Sur l'aigle, sur l'aigle, j'avais écrit des phrases que je m'étais imaginé que nos ancêtres nous disaient comme conseil là, pour avancer, pour ne pas s'arrêter au négatif tout le temps. Puis c'est toutes des petites phrases en atikamekw. Puis je me disais, si moi je mettais ces phrases-là dans l'aigle que j'avais fait, puis que je le fasse voler, c'est en quelque sorte concrétiser ça, cette idée-là. Puis moi, j'avais une question aussi sur l'aspect spatial, parce que l'aigle, c'est celui qui vole loin, il fait du territoire, il bouge. Ouais. Et on avait une conversation avec Maëlle sur la spatialité. L'Atuk, c'est particulier, c'est spatialement éloigné. Manawan, Wemontachi, il y a des éloignements. Et donc, cette espèce d'action qui a fait que moi, j'habite Trois-Rivières, qui est un territoire atikamekw, mais il y a le terme est fort, hein, il y a une déportation spatiale, comme on a pu voir des déportations spatiales. C'est un enjeu politique, la spatialité. Je te bouge de là, je te tasse de là, ça a un sens. Et bon, qui peut en parler mieux que vous? Et Maëlle, tu as réfléchi aussi à ça, non, je crois? Oui, moi je dirais que l'enjeu de la spatialité dans ce qu'on fait, c'est important parce que aujourd'hui, dans un monde assez uniformisé, on se retrouve forcément éloigné peut-être pas forcément, le mot est peut-être exagéré, mais on peut facilement se retrouver assez éloigné de son identité, de sa culture, notamment pour les peuples qui ont justement subi la colonisation, l'esclavage colonial. Et c'est vrai que moi-même, lorsque j'en parle, si je reprends l'exemple du cours sur le début de l'esclavage colonial, il y a à la fois l'éloignement dans le temps et dans l'espace. Tu as parlé de déportation tout à l'heure. En l'occurrence, c'est un terme tout à fait approprié. Et c'est vrai que l'idée de comprendre le phénomène nous amène à bouger, même en restant sur place, mais à obliger notre esprit à se déplacer. Et je crois que si on n'a pas cette démarche, on ne pourra pas aller dans l'idée de comprendre autre chose, de découvrir autre chose et d'aller plus loin dans son propre soi-même. Donc, c'est vrai que casser une distance avec ce qui nous paraît pas forcément palpable, mais qui reste lié à nous, au monde dans lequel on vit, ça reste important. Et je te rejoins sur l'enjeu de la spatialité, l'enjeu de casser les distances et aussi de casser peut-être les distances telles qu'elles sont configurées, justement, telles qu'elles ont été configurées par le monde colonial. Et parce qu'effectivement, la configuration de l'espace par le monde colonial fait partie des instruments principaux d'un état des choses, d'un état des lieux qu'on tente de changer progressivement. Et je trouve que notamment
lorsqu'on parle d'écologie décoloniale, on retrouve cette idée de casser les configurations coloniales, que ce soit chez les peuples autochtones du continent américain, que ce soit chez Malcolm Ferdinand, par exemple, il parle aussi d'un deuxième type où on retrouve des descendants d'esclaves qui, eux aussi, vont essayer de casser une logique de déportation et d'enclavement politique en même temps lié à des conditions économiques et sociales. Et cette idée de casser la manière dont les choses sont configurées spatialement, je pense, se retrouve dans l'idée d'innover, l'idée d'aller plus loin. Que j'arrive à développer une application, effectivement, mon premier objectif est peut-être de m'adresser en premier lieu à mes compatriotes, mais en réalité, ce n'est pas mon objectif unique. Et l'idée, c'est effectivement de s'ouvrir au tout monde, en tout cas au moins au monde francophone, et de permettre justement à quelqu'un qui se retrouve au Canada, au Québec, en l'occurrence, de bénéficier de tout ça, de ce partage et de cet échange. Donc, je pense que casser les distances, c'est aussi un enjeu effectivement important du travail de reconstruction qu'on peut trouver dans l'entrepreneuriat aujourd'hui, à la fois par des nouvelles techniques et aussi un nouveau mode de pensée, en fait. Je ne sais pas si tu me rejoins dans ça, Sean, par exemple, ou Marie-Hélène. Ah ouais. C'est un peu la même chose que ce que ma métaphore avec l'aigle. OK. Ouais, je voyais aussi dans tes phrases, là, je vois ici de ce que je voulais expliquer aussi en bons termes, là, je dirais, parce que, fait que je sais pas si tu as remarqué, là, je cherchais des mots, là, puis toi, tu l'as bien expliqué, là. Puis justement aussi, quand je disais, là, la France puis le Québec, genre, par exemple, c'est travailler ensemble, on va grandir ensemble, c'est exactement ce qu'on est ici. Moi, de Manoine, je suis de Ouémont, puis on est venu à la TUC pour travailler ensemble, puis tu sais, moi puis lui, vu qu'on travaille ensemble, on va grandir ensemble avec Fab Love. Le travail créatif, le travail entrepreneurial, le fait de prendre donc de prendre ensemble, entre nous, entreprendre, il y a une belle étymologie aussi. Hein. C'est faire des liens, c'est prendre à plusieurs, c'est être collectif. Et ce travail créatif dans les Fab Labs a un potentiel émancipateur. Donc, a un potentiel de libération, hein, on va le dire. Hein, et c'est ce que disait, et c'est pour ça que je voudrais avoir le mot de Marie-Hélène en Atikamekw, c'est toute cette idée de fouiller en dedans de soi pour trouver des choses. Donc, je ne sais pas comment vous le vivez dans le Fab Lab, cette idée de casser, comme dit Maëlle, de casser des schémas et de se réapproprier, de s'émanciper au travers de la création et au travers d'un travail ensemble. Marie-Hélène, avec tes mots, parce que tu as des mots forts, tu sais. Ben, j'étais en train de chercher le mot fouiller en Atikamekw, là. Je sais pas comment je dirais ça en Atikamekw, mais je vais peut-être demander aux grand-mères de Sean, là, c'est quoi le mot fouiller en Atikamekw. Je pense que c'est à partir de là que je vais peut-être traduire ce mot-là de ce que j'ai dit. Ah, c'est super. Et puis toute cette réflexion autour de la langue, parce que les langues, c'est pas symétrique. Non, comme des fois, là, il y a des mots qui sont un peu différents, mais qui veulent dire la même chose entre les trois communautés, là. Donc, des mots sont un peu différents que, par exemple, le mot fouiller, là, on a dit comment que ça doit être différent à Wemo que Manouane. Puis c'est ce que je veux savoir aussi. Récemment, ils ont sorti un exemplaire en fait, 2 exemplaires de dictionnaire Atikamekw. C'est un dictionnaire français Atikamekw, puis il y en a un qui est Atikamekw français.
Puis, c'est ça, c'est les 2 exemplaires qui sont disponibles en ce moment. Je pense qu'on peut les prendre En les ligne. commander Ouais. au CNA. C'est important ces travails de... Vous êtes la jeunesse quand même. Hein. Mm. La jeunesse, c'est le futur. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez de... Ouais. Non, j'allais demander à Sean et Marie-Hélène comment ils voient l'évolution de l'usage de leur langue, justement, dans le futur. Comment vous sentez les choses? Est-ce que vous sentez que, que, justement, Cécile parlait de jeunesse, de nouveaux acteurs. Est-ce que vous sentez qu'il y a une dynamique qui, autour de peut-être d'entreprises individuelles comme collectives, peut favoriser une valorisation de votre savoir ancestral, de votre langue, de votre culture, ou voilà. Est-ce que vous sentez ça? Est-ce que vous avez un avis dessus? Comment vous voyez les choses évoluer? Ouais, moi, je vois une forte tendance à, comment je pourrais dire, en Atikamekw, comme un peu Marie-Hélène disait, c'était pour chaque village Atikamekw, on a notre propre, comment dire, lexique à nous là, pour chaque village, mais des fois, il y a la jeunesse d'aujourd'hui, surtout, ils vont avoir tendance à mélanger des mots ou bien inventer un mot, soit juste parce qu'ils veulent s'amuser ou bien quelque chose, se faire rire entre eux. Là. Mais justement, ouais, c'est ça que je vois comme tendance, c'est d'entendre des mots que c'est devenu un mot normal chez, mettons, à Manawan, puis à Wimotashi, c'est un autre mot. Puis quand on l'entend, ben, on voit ça, là, c'est ça, c'est... Ouais, c'est comme presque rendu franco-atikamekw. Là, je dirais, Ouais, comme par exemple, quand une personne dit que, par exemple, moi, quand je dis je suis stressée, en atikamekw, j'aurais dit, ne je te stressine. ouais, c'est Ça ça. ressemble un peu, mais Ouais. c'est pas exactement un mot C'est pas atikamekw, ça. Ouais, c'est ça. C'est ça la créativité. C'est aussi Ouais. jouer sur les mots. Ouais. Mais tu sais, c'est un peu comme comment je vois ça, c'est comme Maëlle nous demandait, ça nous pousse un peu à aller vers nos grands-parents pour aller demander c'est quoi le mot exact pour dire une telle chose ou ça nous pousse à regarder en arrière un peu pour aller chercher l'authentique. C'est ce que je vois. Et, je dirais que c'est une démarche que je peux retrouver aussi dans le créole caribéen, peut-être plus en lien avec les îles françaises, peut-être par rapport à d'autres. Quoique les îles françaises sont peut-être celles qui pratiquent le plus le créole, parce que par exemple, Barabat, qui est une île anglophone, a un créole qui a quasiment disparu, Trinidad aussi. Et tout ça pour dire que bon, moi, je parle créole. Je peux développer le créole en écriture à partir des années 80-90. Et c'est vrai que pour que la langue puisse avoir un usage social, il aurait fallu qu'elle puisse être pratiquée et écrite de manière courante. Mais tout ça pour dire que moi aussi, je ressens ce besoin d'avoir un appui sur les générations antérieures pour justement ne pas parler un créole qui en réalité se trouve beaucoup trop francisé par le langage francophone et me rapprocher d'expressions qui seraient plus correctes. Et c'est vrai que nous sommes dans 2 espaces différents, mais cette configuration du poids d'une langue imposée sur une autre, pour moi, elle a un petit peu les mêmes effets. Et du coup, dans mon application, il y a, on a ce qu'on appelle un petit menu footer, c'est-à-dire
accessible avec 5 petits boutons, comme beaucoup d'applications, 5 petits raccourcis. Dans ces 5 boutons, il y en a un seul pour lequel j'avais de la place pour écrire sa signification et j'ai choisi une expression créole. Une expression créole justement pour indiquer que là, on a le menu des catégories, l'ensemble le gros de ce qu'on produit. Et c'est lorsqu'on appuie sur ce bouton qu'on rentre vraiment dans le fond de tout ce savoir. Et c'est vrai que j'avais ce besoin. J'avais ce besoin de l'exprimer de cette manière-là. Et j'ai l'impression de ressentir un petit peu ça chez vous aussi. Alors, moi, j'avais une dernière thème qu'on n'a pas abordé, c'est, on a parlé des ancêtres, des grands-parents, des gens avant nous, mais vous êtes, vous, Marie-Hélène et Sean, des modèles pour votre communauté. Vous êtes des exemples pour vos jeunes frères et sœurs, pour vos enfants. Donc, comment vous vivez, c'est ma dernière question, comment vous vivez aussi ce rôle de... Et puis, je sais que Maëlle, tu es aussi attachée à ça, comme professeur. C'est vrai. Et vous, comme instructeur, comment vous vivez ce rôle de modèle pour les petits frères, les petites sœurs et pour vos communautés? Moi, je dirais c'est un sacrifice qui est nécessaire, mais je le vis très bien. C'est comme, j'aurais voulu, moi, je sais pas, moi, sortir ou faire la fête tout le temps. Puis, des fois, je me dis que j'ai pas besoin de sortir tant que ça parce qu'il y a trop de... On sait pas pour qui qu'on est un modèle, justement, avec nos villages et tout, là. Puis moi, c'est quelque chose que je suis conscient que je peux pas faire n'importe quoi, puis je peux pas dire n'importe quoi non plus. Mais je le vis très bien. C'est pas... Mais pour d'autres, ça pourrait être un sacrifice. De penser à des... De mon bord, là, c'est comme un peu l'habitude, là, parce que j'ai obtenu mon diplôme à l'âge de 21 ans, presque 22 ans. Puis, vu que je vous avais dit que j'avais fait une conférence là, à l'école primaire avec le thème de la persévérance. Puis, je pense que le thème de la persévérance est déjà naturel en moi, là, je dirais. Parce que plus j'avance dans la vie, plus le monde découvre qu'est-ce qu'on pourrait faire. Dans mon cas, je suis une personne handicapée, ostéogenèse imparfaite. Puis, vu que ma vie, ma santé physique, là, elle n'est pas forte, malgré ça, je m'en vais loin, là, pareil. T'sais, si les jeunes me voyaient, là, qu'est-ce que je fais, ben, ils m'ont déjà vu, là. Mais si ils voulaient apprendre davantage, là, c'est de cette façon-là, c'est mon chemin, là, que ça va leur apprendre que rien n'est impossible, malgré les difficultés, par exemple. Tu es un très beau modèle. Ah ouais, vraiment. Je sais plutôt quoi dire. Maëlle, tu veux parler de ton aspect de ton... Moi, je dirais que je retrouve chez Sean et Marie-Hélène vraiment deux définitions deux des plus belles définitions en fait de l'engagement qu'on peut se donner pour tenter d'aboutir à quelque chose et de créer une dynamique qui des fois est à contre-courant, mais dont on connaît la valeur, dont on connaît la portée, la pertinence et le sens. Et quand Sean dit c'est beaucoup de sacrifices, mais je le vis très bien, ben c'est exactement ça. C'est exactement ma manière de voir, de vivre. C'est vraiment, ce sont ces mots-là. Et quand Marie-Hélène ensuite elle rajoute rien n'était possible, ben c'est vraiment ces deux expressions réunissent tout ce qui m'a donné de l'élan, la persévérance dont elle parle. Et c'est vrai que on pense à tout ce qu'on a envie de faire. Tu as parlé de rêve tout à l'heure, on pense à tout ce qu'on a envie de créer.
donne une énergie sans fin. Et je crois que sans cette énergie-là, on ne fait rien. Donc, moi, c'est vrai que je prends du recul avec la notion de modèle parce que on ne fait pas ce qu'on fait pour être, entre guillemets, un modèle. On fait tout simplement ce qu'on a à faire. Mais lorsqu'on sait qu'on essaie de créer des dynamiques qui ne sont pas les plus dominantes, si elles peuvent influencer et alerter et finalement peut-être être assimilées à un modèle, on le prend parce qu'effectivement, il faut qu'elle puisse réunir un maximum de personnes pour grandir. Et en ce sens-là, je veux bien être modèle, mais juste en ce sens-là, c'est-à-dire inspirer à des déclics à d'autres et vraiment, comme Marie-Hélène a dit, qu'ils se disent un jour, si jamais ils l'ont cru, que rien n'était possible. Et lorsque j'arrive devant mes étudiants pour leur faire un cours, que je me présente à eux avec, j'ai envie de dire, mon feeling pour, pour dire les choses au sens propre comme au sens figuré, parce que justement, ce n'est pas un déguisement, c'est toi tel que tu es et la manière dont je suis physiquement reflète ma pensée, la manière dont je m'inscris dans le monde dans lequel je vis depuis très longtemps, depuis ma jeunesse, depuis l'âge de 16, 17 ans où j'ai compris certaines choses du monde, certaines problématiques et j'ai eu envie d'apporter ma pierre jusqu'à mon dernier souffle. Donc, c'est vrai que c'est de l'engagement, c'est de l'idée, c'est de la pensée. Et oui, lorsque j'arrive devant eux, oui, je me dis forcément, ils peuvent se dire, ah ben tiens, je ne m'y attendais pas ou je n'avais pas pensé à ça. Mais l'idée, c'est qu'ils se disent, ah ben tiens, si je ne pensais pas que je pouvais avoir un prof comme ça, ben, ça veut dire que tout est possible. Et c'est vraiment ce que je veux leur inculquer. Et si sans même ouvrir la bouche, j'arrive à leur inculquer ça, c'est grandiose. Voilà, et ben, je vous remercie beaucoup pour ces magnifiques moments. On a parlé certes, du travail ensemble dans un Fab Lab, mais on a parlé de tellement d'autres choses. On a parlé de se trouver, de se retrouver, de se trouver de ce qu'il y a de meilleur en nous. On a parlé de se dépasser, d'apprendre toujours avec des compétences. On a parlé aussi de travailler ensemble, de grandir ensemble, comme tu dis en finale. On s'est déplacé ensemble. Là, on s'est vraiment déplacé ensemble. D'inventer des mots, de jouer, d'inventer des objets, d'inventer des nouvelles façons de faire, d'inventer le futur en regardant aussi nos grands-parents. Et puis, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite avec la culture. La technologie nous aide, mais de toute façon, la limite, c'est nous-mêmes. Donc, comme nous-mêmes, on ne veut pas qu'il y ait de limite, il n'y a plus de limite. Et donc, un grand merci pour ce moment dont je me souviendrai, je pense, toute ma vie. Merci beaucoup. Merci énormément.